Myra Hindley est sur le point de devenir la tueuse en série la plus célèbre de Grande-Bretagne. Elle a été séduite par son petit ami, Ian Brady, qui l'a entraînée dans le monde du sexe et de la violence sadomasochiste. Aujourd'hui, il l'a persuadée de l'aider à enlever, abuser et assassiner des enfants. Brady est chargé de l'expertise médico-légale. Il compte les boutons, enlève les fibres, détruit les principales scènes de meurtre et d'enterrement, mais Hindley gagne la confiance des victimes. Il n'aurait pas pu le faire tout seul. Il ne l'aurait jamais fait. Des brebis à l'abattoir, c'est ce que répétait Brady. Comme des brebis à l'abattoir. 5 enfants mourront. Je lui en veux, plus qu'à Brady. Mais d'autres s'échapperont. Je me sens bénie. Je suis l'une des rescapées. David Smith est aussi un rescapé. Le couple a envisagé de tuer ce jeune de 17 ans, avant de tenter de l'attirer dans leur vil univers sadosexuel. L'erreur de Brady a été de penser qu'il pouvait impliquer Dave dans un meurtre. Au lieu de cela, David ne se contente pas de s'enfuir, il met fin au meurtre de la lande. Allô, c'est la police? Manchester, années 60. Un monde de pauvreté et des dizaines de milliers de bidonvilles déclarés impropres à l'habitation humaine. C'est là que Myra Hindley et Ian Brady se sont rencontrés et que, depuis 1 an et demi, ils s'enfoncent dans une relation sombre. Ian ne ressent que du dégoût pour ses racines ouvrières. Il a encouragé Myra à faire de même. Ian Brady qualifiait souvent les gens ordinaires d'asticots, d'objets à manipuler. Moins qu'humains. Ceux qui ont grandi avec Myra ont vu la différence en elle. Liz Cummings vivait à proximité et était la cousine de Pauline Reed, qui fut la première victime de la lande. Liz Cummings, cousine de Pauline Reed. C'est quand elle a commencé à sortir avec Ian que Myra a changé. Car même en sortant de la voiture pour aller au bureau d'à côté, je criais « Salut Myra !» et elle m'ignorait. Sue Carter, qui était à l'école avec Myra, avait l'habitude de voir le couple au pub local. Ils voulaient être seuls. Ils ne voulaient voir personne autour d'eux. Ils ne bougeaient pas, mais ils le faisaient sentir parce que personne ne s'asseyait près d'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Personne ne s'approchait d'eux. Socialement, Ian ne s'est jamais senti à l'aise, il a attiré Myra dans le seul endroit où il pensait avoir le contrôle, Saddleworth Moor, sur les Pennines, à l'est de Gorton. Enfant des bidonvilles de Glasgow, il a fait l'expérience d'un lien spirituel transformateur lorsqu'il a été emmené dans les collines écossaises. Ce coin des Landes, où Ian Brady a commencé à se sentir en sécurité, est devenu une sorte de cadre pseudo-religieux pour lui. Il avait du pouvoir. Il voulait se rapprocher de ce pouvoir. Il ne voulait pas du Dieu d'un autre. Il créait le sien. C'était un prédateur, et il avait son repère. Mais sans Myra, il n'aurait peut-être jamais pu attirer ses victimes ici. Seul, c'était un fantaisiste. Il avait converti les discours d'Hitler en vinyle, et comme lui, souhaitait prouver sa supériorité en éliminant ceux qu'il méprisait. Oui. Oui. Mais sans Myra, ce n'était qu'un rêve. Avec ce visage doux et cette forme féminine, Myra était le meilleur appât pour opérer dans le monde réel. 18 mois après le début de leur relation, Myra avait adhéré à l'idée de Ian d'assassiner des enfants. Pour prouver que le couple était au-dessus de la société. À ce stade, de nombreux essais avaient permis de tester leur système d'enlèvement. Myra sillonnait les rues dans sa voiture. Ian la suivait en moto et lui faisait signe à 3 reprises s'il voulait qu'elle s'arrête pour une victime potentielle. C'était le 12 juillet 1963. Quand j'étais jeune, ma meilleure amie s'appelait Mary Rock. Marie était sur le point d'échapper de justesse à la mort. Elle vivait à côté de la mère de Myra, et elle revenait des magasins. Que se passe-t-il? Quoi? Pourquoi tu t'arrêtes? C'est Marie, elle vit pratiquement à côté de ma mère. Marie, à l'époque, ne s'en était pas rendu compte. Ce sont les aveux ultérieurs de Myra qui ont révélé cet incident. C'est bon, il y en aura d'autres. Sans inquiétude, Marie a continué à mener une vie normale à Gorton,
sans aucun souvenir de l'incident. La fille suivante, choisie le même soir, était également une amie et une voisine de Mira, mais elle n'a pas eu autant de chance. L'histoire de ce qui s'est passé vient de Mira elle-même, et doit donc être traitée avec prudence. Elle l'a raconté au journaliste Duncan Staff, qui a reçu son autobiographie inédite et ses documents à sa mort en 2002. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agissait d'une femme qui avait un plan. Elle avait participé à l'exécution de 5 meurtres et voulait sortir de prison. Tout ce qu'elle disait a été façonné dans cette optique. Mira Hindley a décrit le premier meurtre de façon très détaillée. Pauline Reed avait 16 ans. Mira a déclaré penser qu'une adolescente disparue provoquerait moins d'agitation. Liz Cummings était la cousine de Pauline. Quand elle a vu Pauline, je pense que c'était idéal pour elle. Parce qu'elle était plus âgée et c'était plus facile, parce qu'il se serait dit, elle est partie avec un mec. Pauline avait prévu de sortir pour la nuit avec la future belle-sœur de Liz Cummings. Eh ben, jolie tenue. Tu vas où comme ça? Danser à Open Show. Toute seule? Pat Cummings ne vient plus. Allez, monte. Super. En fait, Pat Cummings devait bien venir. Elle et son amie attendaient pour faire une surprise à Pauline, mais celle-ci n'est jamais venue. Liz Cummings, cousine de Pauline Reed. Vous voyez, elle pensait traverser et la rejoindre un peu plus loin et tout d'un coup, surprise. On vient avec toi. Son amie a dit, elle ne peut pas être partie, c'est comme si la terre l'avait engloutie. Ce n'était pas encore le cas, mais c'était une description précise du destin de Pauline. Elle a été conduite au domaine sacré de Yann et Mira, dans la Lande. Et l'une des co-entreprises les plus célèbres de l'histoire était sur le point d'être scellée dans le sang. Mira Hindley, alors en relation sadomasochiste avec Ian Brady depuis 1 an et demi, venait de persuader leur première victime de monter dans sa voiture. Pauline Reed, 16 ans, se dirigeait vers Saddleworth Moor et vers sa mort. Alan Grafton était un ami d'enfance. Nous connaissions très bien Pauline. C'était la fille d'une famille de la région. Pauline Reed était une fille calme, très calme. Elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mira affirmera plus tard qu'elle n'avait reconnu Pauline qu'au moment de s'arrêter pour l'enlever. Mais Mira faisait toujours tout pour se déculpabiliser. Ironiquement, Mira avait protégé Pauline lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. La description de Mira Hindley comportait des lacunes. Elle connaissait Pauline Reed depuis des années. Comment ne pas la reconnaître? En fait, j'ai une idée. Tu peux me rendre un service? Mira a raconté en détail ce qui s'est passé ce soir-là, y compris une conversation avec Pauline qu'elle et Yann avaient préparée à l'avance. J'ai perdu un gant dans la lande. Yann va être fou si je ne le retrouve pas, c'est un cadeau. Tu veux bien m'aider? Yann était prêt à commencer cette prétendue recherche. Tu as amené de l'aide. C'est Pauline. Bonjour Pauline. Mira a dit être partie attendre un peu plus loin. Je voudrais que tu ailles chercher dans l'herbe. Là-bas, son gant était blanc. Elle l'a enlevé par ici. Selon Mira, pendant tous les meurtres, elle était au coin de la rue, en bas de la route, dans une autre pièce, mais jamais présente. Je ne pense pas qu'il l'aurait exclu du sadisme proprement dit, et du plaisir sadique de tuer qu'il recherchait. Il voudrait certainement qu'elle partage cela. Cependant, Mira affirme avoir attendu 20 minutes. Yann a ensuite frappé à la fenêtre pour l'inviter à voir le corps. Selon elle, Yann l'avait conduite là où Pauline était allongée, les vêtements défaits, près d'un endroit appelé Olin Brown Knoll. Yann lui aurait dit qu'il allait l'étrangler, et elle a donc été surprise de constater que la jeune femme de 16 ans était pratiquement décapitée. Mais son récit comporte un détail révélateur. Elle a déclaré que Pauline, qui saignait encore, émettait encore des sons de vie. Le temps pendant lequel une personne saigne après avoir été égorgée est limité. Ce qui soulève la question suivante, était-elle là lorsque Pauline Reed a été tuée? Tu l'as violée?
Bien sûr que oui. Alors que Yann cherchait la bêche pour enterrer le corps, Mira dit s'être tenue aussi loin que possible. Yann affirmera plus tard que Mira était présente lors du meurtre. Elle aurait elle aussi agressé sexuellement Pauline puis volé son médaillon. Je le garde. Mira a par la suite insisté sur le fait qu'elle avait participé contre son gré, et que Yann l'avait menacée. Si tu avais hésité ne serait-ce qu'un instant, tu aurais fini dans cette tombe. De retour à Gorton, ils suivirent méticuleusement leur protocole d'éradication des traces médico-légales. La voiture fut trempée. La bêche, nettoyée. Les vêtements, déchirés et brûlés. Les chaussures et le couteau, brûlés. Alors que les heures passent sans Pauline, sa famille se rend à la salle de danse et constate qu'elle n'est jamais venue. Ils sont revenus, et ils ont attendu toute la nuit pour voir si elle rentrait à la maison. Et elle n'est pas rentrée. Selon Mira, Yann était aux anges le lendemain. Ils ont fêté l'événement en revenant encore et encore sur les détails du meurtre. Mais pour la mère de Pauline, Joanne, et le reste de sa famille, des décennies d'agonie et d'attente ne faisaient que commencer. C'était la dévastation. C'était juste horrible. Ma mère tenait Joanne dans ses bras. En fait, tante Joanne n'était pas très grande. Elle était plutôt fine, et elle se demandait « Qu'est-ce que je vais faire ?» Mon bébé n'est pas rentré. Où est-elle passée? Que se passe-t-il? Alan Grafton était facteur et prenait le bus à 4h45 chaque matin. Il croisait le père de Pauline, Amos, dans les rues. Il disait « Bonjour Alan » et je criais « Amos, du nouveau pour Pauline ?» Parce qu'il cherchait. Elle avait disparu. Presque tous les matins, il cherchait sa fille très tôt avant d'aller travailler. J'étais vraiment triste pour lui. La police et les voisins lancèrent des recherches pour trouver Pauline. Il y avait, dans la région de Gorton, tellement de médias et de policiers qui posaient des questions et essayaient d'obtenir des informations. Parmi les personnes interrogées, le nouveau petit ami de la sœur de Mira. David Smith avait 15 ans et jouera plus tard un rôle essentiel dans la traduction des assassins en justice. Il habitait à 2 pas de chez Pauline, et ils avaient brièvement été amoureux. Mary Flaherty Smith est la veuve de David. David aimait beaucoup Pauline. C'était une voisine. Elle était très jolie. Ils ont eu une relation agréable, jeune et amicale. Mais David a été suspecté à cause d'antécédents de violence, notamment une agression à l'arme blanche à l'âge de 11 ans et un coup donné à un directeur d'école. La police a finalement décidé qu'il n'était pas impliqué dans la disparition de la jeune fille. Mira et Yann sont retournés plusieurs fois dans la lande. Ils se sont photographiés près de la tombe de Pauline. Les photographies étaient extrêmement importantes pour Yann Brady, parce qu'il utilisait ces images pour enregistrer les lieux où les victimes avaient été enterrées. Après le meurtre de Pauline Reed, ils sont retournés sur Olin Brownell. On le voit debout, souriant, avec ses lunettes et son costume, l'air cool, et elle a l'air heureuse aussi. Yann a développé les images dans sa chambre noire. En les regardant, on ne se doute pas qu'il s'agit en fait de sinistres souvenirs de leur premier meurtre parfait. Mira aurait pu aller voir la police à ce stade, et plaider qu'elle avait été forcée d'aider au meurtre de Pauline. Elle ne l'a pas fait. Selon elle, Yann utilisait son amour pour la contrôler, comme elle l'a expliqué des années plus tard à son aumônier en prison. Parfois, il lui achetait des choses, il l'emmenait en voyage. Et soudain, il cessait tout cela, il s'éloignait, il ne lui parlait pas et il l'ignorait. Quand il revenait, elle l'accueillait à bras ouverts. Il partait seul, disant avoir besoin de nouvelles expériences. Il allait au pub Rembrandt à Manchester, déjà un bar gay à l'époque. Selon Mira, Yann a eu des relations homosexuelles à ce moment-là. Mira, estimant qu'elle aussi avait le droit de vivre des aventures, a entamé une liaison avec un policier appelé Norman Sutton. Elle a parlé à Yann de leur relation.
Il a dit qu'il trouvait absolument hilarant le fait qu'elle couchait avec un policier alors qu'il tuait des enfants. Sa réaction face à Norman Sutton a été très différente. J'ai rencontré Norman Sutton et il m'a raconté comment Ian Brady avait menacé de le tuer. Mais Ian ne l'a pas tué. Il fit autre chose, pour ramener immédiatement Mira vers lui. Il a dit vouloir commettre un autre meurtre, comme celui de Pauline. Mira coucha une dernière fois avec Norman avant de lui dire qu'il devait rompre pour Ian. Je suis désolée. Après avoir acquis une arme à feu, Ian avait retrouvé ses racines de voleur de Glasgow et fantasmait sur la possibilité de commettre d'autres crimes. Il s'imaginait comme un grand voleur allant commettre des vols à main armée. Ils sont allés dans la lande pour s'entraîner au tir. Mais 5 mois après le meurtre de Pauline Reed, il décide qu'il est temps de commettre un autre meurtre. Il offre un single à Mira, 24 Hours from Tulsa de Jane Pitney. Les paroles sur le fait de ne pas rentrer chez soi étaient une sinistre référence au destin de leur victime. Donner un disque à Mira allait devenir un rituel régulier avant un meurtre. Cette fois, ils ont affiné leur méthode. Le coffre était couvert de polyéthylène pour un nettoyage facile. Mira a chargé une bêche, un couteau dentelé et une corde. Elle avait une perruque noire. Au marché d'Ashton-under-Lyne, à quelques kilomètres à l'est de Manchester, un enfant de 12 ans avait fait des courses pour gagner quelques shillings. John Kilbride était l'aîné de 4 frères. L'un d'eux, Terry, vit toujours à proximité. Nous avons toujours admiré John. C'était une figure paternelle, comme mon père n'était jamais vraiment présent car il était toujours au travail. Un vendeur avait donné un sac de biscuits cassés à John. Ce qui suit est à nouveau le récit de Mira. Elle raconte que Ian était impatient en arrivant au marché, mais elle avait besoin d'aller aux toilettes. Sa perruque avait glissé. Tu suis le script, d'accord? Bien sûr. Selon Mira, Ian voulait un enfant plus jeune. Pauline s'était trop défendue. Ian et Mira ont approché John Kilbride et ont dit « C'est un peu tard pour qu'un jeune garçon soit dehors, non ?» Ils lui ont proposé de le raccompagner chez lui pour ne pas inquiéter ses parents. Il se méfiait des hommes mauvais. Mais personne ne se méfiait des femmes mauvaises. À mon avis, c'est pour ça que John y est allé. On pourrait s'arrêter là où nous avons pique-niqué cet après-midi pour trouver les gants que tu as perdus. Dans la lande, Mira affirme à nouveau qu'elle n'a pas suivi Ian et qu'elle n'a pas participé au meurtre. Elle a déclaré avoir pris la route et attendu avec un fusil, prête à tirer sur toute personne suspecte qui se présenterait. On dit qu'aucun enfant de 12 ans aurait pu se battre avec ce type, lui il l'aurait fait. C'était un grand garçon. Il a dû se défendre. Des années plus tard, Ian dit à la police qu'il avait serré le poing contre Dieu après avoir tué John. Prends ça, salaud! Il aurait ensuite été furieux contre lui-même d'avoir reconnu Dieu après des années de déni. Après l'avoir enterré, il est retourné à la voiture avec la chaussure de John. C'est tombé quand je l'ai violé. Il a vu que j'essayais de l'enterrer. Ça, c'était trop contondant. Il s'est mis à pleurer. Alors je l'ai étranglé. Monte. De retour chez eux, les preuves et la chaussure de John sont détruites. Des années plus tard, l'autre chaussure trouvée avec le corps de John sera apportée à la famille pour l'identifier. Mais pour l'instant, leur agonie ne faisait que commencer. Il était 7 ou 8 heures et tous les voisins étaient à sa recherche. Tout le monde regardait, montait et descendait dans les lofts, les abris de jardin, la cour, tout. Ça m'a détruit. Je pouvais voir l'impact qu'il avait sur moi à travers tous les chants et les danses, et les jeux auxquels nous jouions. Tout est parti. La maison ressemblait à une mort. Elle était complètement morte. Pour Ian et Mira, le meurtre parfait est celui qui n'est pas détecté.
Ils en ont désormais 2 à leur actif. Ils ont revisité les tombes et pris des photos. Celle où Mira regarde fixement ce qui s'est avéré être la tombe de John Kilbride est devenue un élément de preuve essentiel. La veille du nouvel an 1963, ils se rendent dans la lande. Ian a emmené du whisky sur la tombe de John. À John. Mira Hindley m'a écrit qu'elle avait l'impression d'avoir franchi le Rubicon en tuant John Kilbride, parce que John Kilbride était un enfant. En vérité, elle a franchi le Rubicon en tuant Pauline Reed, parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière après le meurtre de Pauline. Elle avait aidé Ian Brady à commettre le meurtre parfait, et il était toujours probable qu'il veuille en commettre d'autres. 6 mois plus tard, Ian s'est déclaré prêt pour un 3e meurtre. Au cas où les choses tourneraient mal et que leur maison serait fouillée, Ian avait placé des souvenirs et des preuves de leur meurtre dans une valise qu'il avait apportée à un bureau des bagages. Je dois porter ces lourdes boîtes jusqu'au bureau. C'est bon, il va aussi nous aider. Et mon pote, ça te dérangerait pas de nous aider à chercher quelque chose? Non. Parce qu'en fait, on a perdu un gant à Greenfield. Tu nous donnes un coup de main? Ouais. Ouais. Mira décrit comment Ian a conduit Kiss, comme un agneau à l'abattoir. Mira dit qu'elle s'est assise sur la rive et a attendu le retour de Ian. Selon elle, Ian était parti pendant une demi-heure et aurait dit avoir violé puis étranglé Kiss, de la même manière que John Kilbride. Son corps est le seul à n'avoir jamais été retrouvé. Cela a conduit à des décennies de tourments pour sa famille, y compris sa mère, Winnie, et son frère, Alan. J'ai eu du mal à accepter le fait que tant que Kiss restait dans la lande, il était toujours entre les griffes de Brady et Hindley. Nous ne saurons jamais quel chemin Kiss aurait emprunté. Nous savons qu'une bonne personne a été enlevée par 2 mauvaises personnes. Le récit de Mira sur le meurtre de Kiss est beaucoup moins détaillé que celui des meurtres précédents. Pour elle et Ian, le meurtre devient une routine. Mais ils allaient commencer à commettre de grosses erreurs, et un jeune de 17 ans allait s'échapper, entraînant leur chute. Lorsque les meurtres de la lande ont été révélés, nombreux sont les voisins de Mira Hindley et de Ian Brady qui se sont dit qu'ils auraient très bien pu devenir l'une de leurs victimes. Liz Cummings, dont la cousine Pauline Reed a été la première à être tuée, n'a aucun doute. Me laisserait-il partir? C'est moi qui me suis enfui. Ils auraient pu m'enlever à de nombreuses reprises. Ils ont eu des opportunités. Elle passait souvent par la porte arrière pour emprunter un shilling pour le compteur. Une fois, je suis entrée et Mira a couru vers la cuisine. Il fallait passer par la cuisine, et Ian avait les coudes sur le dossier du canapé. Elle a dit « elle lui a frotté la tête, elle a marché un peu, et ensuite elle a essayé de me mettre dehors. J'ai trouvé ça très inhabituel, car elle n'avait jamais été comme ça auparavant. Et quand je suis sortie, la porte a été verrouillée. Je me suis dit qu'ils devaient être en train de s'embrasser, ou quelque chose comme ça. Mais je me suis demandé si elle essayait de me protéger. Mira et Ian menaient une vie de plus en plus secrète. Mais 2 mois après le meurtre de Kiss Bennett, une personne, qui aura plus tard un impact dévastateur sur leur projet, est entrée dans leur monde privé. David Smith, le petit ami de Maureen, la sœur de Mira, a maintenant 16 ans. Malgré son jeune âge, il avait déjà un casier judiciaire pour lésions corporelles. C'était un peu un combattant. C'était l'un des gars les plus rudes du groupe. Il n'était pas complètement dans notre groupe. On était moins proche de lui que des autres. L'enfance de David a été difficile. Il a été élevé par sa grand-mère, croyant que sa mère était morte, avant d'apprendre qu'elle l'avait abandonné. David est alors emmené par son père pour vivre dans la misère. Je pense que Dave en voulait à son père de l'avoir emmené.
Il se serait évidemment démarqué par rapport à d'autres. Je ne dis pas que tout le monde à l'époque avait un casier judiciaire. Il était probablement un cran plus haut et plus loin. Myra Hindley n'a jamais eu de bons mots à l'égard de David Smith. C'était un diamant brut, quelqu'un avec de grandes capacités intellectuelles, mais aussi beaucoup de petits délits autour de lui. En août 1964, David et Maureen, qui attendaient leur premier enfant, se sont mariés. Ni Myra ni sa mère n'ont assisté à la cérémonie. Mais ce soir-là, David et Maureen ont eu de la visite. Yann aimerait boire un verre avec toi. David n'a jamais prêté beaucoup d'attention à Yann, qu'il trouvait distant. Mais il est vite apparu que Yann s'intéressait à lui. Donc tu as un casier. Yann Brady a toujours considéré les meurtres de la lande comme des crimes discrets, un exercice existentiel. Il a toujours eu l'ambition de devenir un grand criminel, un Svengali, capable de commettre de grands vols. Avant les meurtres de la lande, Yann Brady avait seulement été condamné pour vol. David Smith avait été condamné pour acte de violence. Ça a intéressé Yann Brady, car il voyait en lui une âme sœur potentielle. Dans ses mémoires, David décrit comment il a été impressionné par Yann. Ils discutent des crimes qu'ils ont commis et des choses qu'ils détestent. Les couples passaient du temps ensemble, mais il y avait toujours une certaine distance. Yann et Myra ont à peine réagi lorsque David et Maureen ont eu une petite fille. Ils avaient d'autres chats à fouetter. La maison que Myra partageait avec sa grand-mère avait été déclarée insalubre par le programme de résorption des bidonvilles de Manchester, comme 70 000 autres. Ils ont été relogés à Attersley, 12 km plus près de la lande. En plus, Yann avait décidé qu'ils allaient commettre un autre meurtre. Mais cette fois, il a voulu aller plus loin en enregistrant le crime. La veille de Noël 1964, ils sont restés assis toute la nuit dans la lande, discutant d'un meurtre le lendemain de Noël. Ils allaient enlever une fille dans une foire, la ramener chez eux, prendre des photos pornographiques et enregistrer le meurtre sur bande audio. Myra pensait que ce plan était risqué. Myra Hindley a traité en détail de tous les meurtres lorsqu'elle m'a écrit, mais celui qu'elle a évité, c'est le meurtre de Leslie Ann Donnay. Et la raison pour laquelle elle l'évitait était que, selon ses propres termes, c'était une salope cruelle. C'est aussi parce que Myra ne pouvait pas déformer la vérité, car la bande audio confirmait sa présence. Face à toutes les preuves, elle a donné sa version des faits aux inspecteurs. Le lendemain de Noël, Yann a installé et vérifié ses éclairages et son matériel photographique dans la chambre de Myra. Il a poussé sous le lit le cadeau le plus cher qu'elle lui avait fait, un magnétophone. Ce soir-là, Leslie Ann Donnay, âgée de 10 ans, faisait le tour de la foire. Alan West était le beau-père de Leslie Ann. Sa mère, Ann West, est décédée depuis. C'était une fille que tout le monde aurait aimé avoir. Leslie était comme ça. Je pense que toutes les mères aimeraient avoir quelqu'un comme Leslie Ann. Leslie Ann était allée à la foire avec des amis, puis était restée seule. Elle était très timide et calme. Elle était prête à tout pour autrui. Si vous avez besoin de quelque chose, il suffit de le dire, et elle ira le chercher, comme elle le fait d'habitude. Elle était donc la cible idéale pour Yann et Myra. Ils avaient un nouveau plan pour inciter leurs victimes à venir les aider. Tu peux nous donner un coup de main? Il suffit de mettre ces choses dans la voiture. Oh, tu es adorable. Je te donnerai une récompense. Comme c'est une femme, on pourrait penser qu'il n'y a rien de louche. C'était Leslie, elle faisait confiance aux autres. À chaque fois. Va la donner à Yann, oh. Ce qui s'est passé lorsqu'ils ont amené Leslie Ann à la maison de Attersley a été enregistré par Yann. Myra a dit à la police qu'elle était montée à l'étage en entendant le cri de Leslie Ann. Yann essayait de la déshabiller. Je veux juste prendre quelques photos. C'est tout. Sur l'enregistrement de 13 minutes, Leslie Ann demande désespérément à Myra et Yann d'être gentils avec elle, en les appelant papa et maman. Myra lui dit de se taire ou elle la frappera. La mère de Leslie Ann, qui,
après la disparition, l'a cherché à la foire, a dû écouter cette cassette des années plus tard. Alan West et elle ont dû identifier Leslie à partir de sa voix et des photos. Depuis que j'ai écouté la cassette et regardé les photos de Leslie Ann, je n'ai jamais pu dormir plus de 3 ou 4 heures. Je me lève à 3 heures du matin, tous les matins, parce que c'est mon cauchemar. Plus que tout autre élément de preuve, la cassette, qui montre Leslie Ann en train d'être abusée sexuellement, scellera le destin de Myra. Elle ne pouvait pas s'éloigner de ce meurtre. Elle était manifestement présente pendant que Leslie Ann souffrait terriblement avant d'être tuée. Myra a affirmé qu'elle faisait couler un bain pour enlever les fibres du corps de Leslie Ann au moment du meurtre. Ian a déclaré plus tard que Myra avait étranglé Leslie Ann et qu'elle avait ensuite joué en public avec la corde utilisée pour la tuer. Il a enveloppé le corps de Leslie Ann et ses vêtements dans un drap de lit, et l'a enterré dans la lande le lendemain du meurtre. Au sein des communautés auxquelles les enfants ont été arrachés, la peur se répand. Tout s'est joué à la télévision, où l'on a appris qu'un nombre X d'enfants avait disparu dans la même région. La police a lancé un appel aux habitants de ces régions pour qu'ils l'aident. C'est alors que survient une tragédie pour David et Maureen. Le 25 avril 1965, leur bébé de 7 mois, Angela Dawn, est décédé subitement, dans ce que l'on appellerait aujourd'hui une mort subite du nourrisson. Myra est arrivée avec des fleurs, mais Ian est resté dehors dans la voiture. Ian ne vient pas ? Ne dites surtout rien à Yann. Ian était très froid et très distant. Mais des années plus tard, David est convaincu que ce moment a marqué un tournant. Son bébé venait de mourir et son ami ne l'a même pas regardé dans les yeux. Mais Dave pense que c'est à ce moment-là que Brady s'est décidé, en se disant « Maintenant, je peux te piéger. Maintenant que tu es en colère, tu es juste au bon endroit, juste au bon moment. » Ian a de nouveau envisagé l'idée d'un vol à main armée. Il emmène maintenant David s'entraîner au tir dans la lande. Pour Ian Brady, sa campagne à deux, lui et Myra, était limitée. En termes de campagne militariste pseudo-nazie de sadisme et de terreur sur les autres, c'était assez limité. Ian Brady avait des ambitions bien plus grandes. Il avait besoin d'un commandant. Il avait besoin d'un bras droit. Et David Smith allait faire l'affaire. Il a commencé à donner à David les mêmes idées, les mêmes livres qu'il avait donnés à Myra, le marquis de Sade, qui prêchait la violence sexuelle, et les ambitieux, avec ses thèmes de viol, d'inceste et de pédophilie. Il a demandé à David de rédiger des essais sur ce qu'il avait lu. Si nous parlions de la relation entre Dave et Brady à notre époque, nous parlerions de manipulation. Brady était un type plus âgé qui avait des idées bizarres et Dave avait l'habitude de les suivre, parce que plus Brady était heureux, plus il achetait de bière. Myra est restée très méfiante à l'égard de David. Elle a peut-être pensé que David Smith allait la déloger de l'affection de Ian. Ils se rendaient souvent ensemble dans la lande. Il y a eu des occasions qui, avec le recul, ont fait froid dans le dos à David. Une fois, Ian l'a placé à un endroit précis pour admirer la vue sur un réservoir. Il se tenait sur ce qui s'est avéré être la tombe de John Kilbride. Une autre fois, les deux couples sont allés pique-niquer et David s'est allongé à l'endroit qu'ils avaient choisi. Myra et Ian l'ont entraîné dans leur propre jeu secret. Il ressort des mémoires de David que lorsqu'il a découvert qu'il s'agissait d'un terrain où des enfants étaient enterrés, il a été profondément troublé par l'attitude ouvertement sexuelle de Myra et de Ian. En juillet 1965,
David et Maureen sont relogés dans un nouvel appartement à Attersley, près de l'endroit où vivent Yann et Mira. David et Yann passaient de longues soirées arrosées, au cours desquelles Yann écoutait ses discours sur Hitler et fulminait contre les Juifs et les Noirs. Ils nous volent. Ils nous volent. Ils sont chez nous. La situation est montée d'un cran et Brady voulait savoir quelle serait la résolution de Dave s'il voulait un jour braquer une banque. Pourrait-il vraiment tirer sur quelqu'un? Imagine Dave, tu vas à la banque avec un flingue. Un agent de sécurité t'approche. Tu le tues? Tu le tuerais? Quelques tirs à blanc. On parle de meurtre, Dave. Tu serais prêt à le faire? Yann envoie David, 17 ans, surveiller une banque sur Ashton Hall Road et noter toutes les allées et venues. Mais lorsque David est revenu, Yann n'a montré aucun intérêt pour les notes. David réalise que Yann voulait juste voir comment il réagirait. Brady était toujours en train de tester Dave. Chaque virage était une nouvelle épreuve. Regarde-moi. Un soir, Yann a joué à la roulette russe avec David. Maintenant, regarde l'arme. Tu vas mourir. Mira Hindley était alarmée par l'entrée de David Smith dans le monde qu'elle partageait avec Yann Brady. Elle savait qu'elle ne dirait rien. Elle savait que Yann ne dirait rien, mais elle ne faisait pas confiance à David Smith. Plus tard, Yann a dit à un journaliste que Mira et lui pensaient à tuer David. Yann méprisait la faiblesse de David qui se réconciliait rapidement avec Maureen après une dispute. Mais Mira s'oppose au meurtre pour le bien de sa sœur. Quelques semaines plus tard, Yann a changé d'avis. Un soir, après avoir beaucoup bu, il confie enfin à David son secret et celui de Mira. Ils ont tué. Tu penses que je mens, n'est-ce pas? À ce stade, la confiance de Yann Brady ne cesse de croître. Son sens narcissique du contrôle des événements dépassait l'attention détaillée qu'il portait au risque. On l'a fait plus d'une fois. J'ai des preuves photographiques. Tu t'es même assis sur la tombe. Mais je n'en ferai pas d'autres pour l'instant. Ils s'en chargeront. Le péché. David a écrit plus tard qu'il ne croyait pas Yann. Il pensait que les révélations n'étaient qu'un autre exercice pour le tester. Il comprendra vite qu'il avait tort. En octobre 1965, David Smith est mêlé à l'un des rituels meurtriers de Brady. Yann lui avait demandé de rassembler des preuves à charge, du porno, des livres, y compris de Sade, et de les apporter. 3 jours se sont écoulés depuis que Yann s'est vanté d'avoir tué et de vouloir recommencer. Yann voulait placer toutes les preuves incriminantes dans 2 valises, qui devaient être cachées dans les coffres à bagages, au cas où les choses tourneraient mal. Ne la laisse pas tomber, sinon ça explose. Yann avait raison de parler des valises comme d'une bombe à retardement. Mira a dit qu'elle ignorait ce que contenaient les caisses, mais, bien sûr, il y avait des preuves du meurtre de Leslie Ann Donnay. La preuve qui, en fin de compte, la condamnerait à la prison à vie. Yann a donné un single à Mira avant le meurtre. Les paroles faisaient référence à ses craintes quant à l'implication de David. Le disque s'intitulait It's All Over Now, Baby Blue. Joan Baez chante l'histoire d'un vagabond, portant les vêtements qu'elle portait autrefois. Ce soir-là, David et Maureen ont reçu de la visite. J'ai besoin que tu me raccompagnes. Certains lampadaires ne fonctionnent pas. Ça te dérange? 1 heure plus tôt, Yann et Mira étaient allés à Manchester. À la gare centrale, Yann avait choisi une victime, un jeune homme de 17 ans. Edward Evans était un apprenti qui était allé voir Manchester United jouer ce jour-là.
Hey. Du lait? On pourrait jouer un peu. Oui, mais les bars sont fermés. Pas le mien. On pourra aller boire un verre avec Mira et sa sœur. Mira est arrivée à la maison avec son beau-frère de 17 ans, David. Attends que la lumière clignote 3 fois. Les récits ultérieurs de Mira et de David sur ce qui s'est passé ensuite diffèrent sensiblement. Mira a dit qu'elle était dans une autre pièce pour la violence qui a suivi. David dit le contraire. Lorsqu'il a frappé, Yann a répondu et a fait une remarque qui semblait être destinée à quelqu'un que David ne pouvait pas voir. Tu es venu pour les mini-bouteilles? Des bouteilles miniatures étaient disposées dans la cuisine. Yann, à l'aide. David a déclaré que Yann, sous la surveillance de Mira, avait abattu à plusieurs reprises la lame d'une hache sur la tête d'un garçon, Edward Evans, qui s'était étalé contre le canapé, couvert de sang. La réaction de Brady, il jurait beaucoup et il était aveuglé. Mira Hindley était très calme, froide, posée, et rien ne sortait donc de l'ordinaire. Après 14 coups, le garçon n'était toujours pas mort. Brady a finalement commencé à l'étrangler avec une corde jusqu'à ce qu'il ne fasse plus aucun bruit. Il était évident que Yann s'attendait à ce que David adhère totalement à ce qui venait de se passer. C'était le plus sale jusqu'à présent. Comment tu le prends? David sentait que s'il bronchait, il deviendrait la prochaine victime. Ils ont ligoté le corps et l'ont emmené dans une chambre à l'étage. Puis nettoyé. Dave a participé au nettoyage, bien volontiers d'ailleurs. Il a toujours dit qu'il voulait simplement sortir de cette maison, que ce soit par la fenêtre, par la porte ou même par le toit. Après le nettoyage, Yann et Mira ont proposé du thé comme si de rien n'était. David a gardé son sang-froid plusieurs heures. Il a fini par sentir qu'il pouvait partir. Bon, on se voit plus tard. Oui, Dave, on se verra. Il attendit d'être hors de vue de la maison pour courir. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui que sa peur a pris le dessus. Maureen ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Ils ont parlé et se sont disputés toute la nuit. Il avait peur que Yann comprenne qu'il n'était pas digne de confiance. Écoute, Mira est complice. Ils sont complices, ce sont tous les deux des tueurs. Enfin, au premier feu, David a pris le risque de sortir pour appeler à l'aide. C'est la police? Au poste de police de Hyde, David a raconté son histoire aux officiers supérieurs qui se sont succédés. Le lendemain matin, on frappe à la porte de la maison de Mira. Le commissaire de police, Bob Talbert, s'était déguisé en livreur de boulangerie pour qu'ils ouvrent. « Je suis policier. L'homme de la maison est là ?» Bob Tolbert est entré dans la maison et a demandé la clé de la chambre à l'étage où se trouvait le corps d'Edward Evans. Je ne sais pas où elle se trouve. Il suffit de lui donner la clé. La folie meurtrière de Mira et Yann est terminée, mais leur manipulation se poursuit derrière les barreaux. Tous deux ont écrit aux familles de leurs victimes. Nous révélons pour la première fois les mensonges de Meyer dans une lettre adressée aux parents de Leslie Ann Downey, et les tueurs s'écrivent des messages codés pour entretenir leurs désirs pervers. Mais finalement, Yann s'est senti trahi, et s'est vengé, en faisant en sorte que Mira soit emprisonnée pour le reste de sa vie.